On se retrouve pour le fait du jour. Poutine reparle de l'arme nucléaire. Nous ne devrions pas en avoir besoin pour terminer la guerre. Voilà ce qu'il a dit, alors que le 26 mars dernier, les renseignements américains alertaient sur le recours à l'arme nucléaire en cas d'échec des négociations. Alors que comprendre? Nous y voyons plus clair ce matin grâce à Aurélien Duchesne. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste géopolitique et défense et vous êtes auteur du livre « La Russie de Poutine contre l'Occident » aux éditions Erol. Et pour vous interroger à mes côtés, Claire Fournier, Xavier de Giacomoni, bonjour à vous, Nivine Potros et Yael Gauze. Bonjour. Donc, nous ne devrions pas en avoir besoin pour terminer la guerre, dit Poutine, du nucléaire. On va l'écouter, regardez. Vous l'avez bien dit, nous sommes faits pour être provoqués. L'Occident veut nous faire commettre des erreurs. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser les armes nucléaires dont vous venez de parler. Et j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Vous savez, nous avons assez de force, assez de moyens pour terminer ce que nous avons commencé en 2022. Alors, est-ce qu'il faut dire, nous voilà rassurés, sachant que je rappelle cette information, le 26 mars dernier, donc hier quasiment, les renseignements américains, c'était une info Bloomberg, disaient leur crainte de voir l'utilisation du nucléaire en cas d'échec des négociations. Alors pour commencer, parce qu'il n'est pas rassurant, c'est un petit peu plus escalatoire de la part de Vladimir Poutine, qui juste ici, si on fait abstraction des délires, par exemple, de Dmitri Medvedev, qui parle régulièrement de frappe nucléaire contre des pays occidentaux, Vladimir Poutine était resté en réalité dans la retenue. On avait par exemple surinterprété des propos qu'il avait tenus dès les premiers jours de la guerre, où il parlait de mise en alerte des forces nucléaires, ce qui en réalité ne change rien du tout. Là, c'est la première fois que Poutine parle vraiment d'emploi de l'arme nucléaire, hypothétiquement, dans le cadre du conflit actuel. Il l'avait évoqué une seule fois de manière assez menaçante, c'était quand il disait que des pays occidentaux pourraient être considérés comme des cibles s'il y avait des frappes directes contre le territoire russe. Là où c'est rassurant, entre guillemets, ou en tout cas où il n'y a pas non plus matière à s'inquiéter, c'est qu'il n'y a pas de menace en bonne et due forme d'emploi, par exemple, d'armes nucléaires dites de théâtre, c'est-à-dire d'employer des armes nucléaires tactiques pour gagner la guerre, par exemple. Je voudrais qu'on en vienne maintenant au défilé du 9 mai. On est à 4 jours du défilé. C'est un grand défilé militaire, commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une vingtaine de dirigeants, on va y revenir, et notamment Xi Jinping. Eh bien, Moscou dit avoir repoussé 4 drones attaques en direction de Moscou la nuit dernière, alors qu'il estime que Zelensky menace ce défilé. Alors pourquoi? Parce que Zelensky a dit ceci, pas de garantie de sécurité pour le 9 mai. Tiens d'ailleurs, c'est une provocation selon vous de Volodymyr Zelensky, et si oui, est-ce que vous le regrettez? Ce n'est pas forcément une provocation, mais c'est deux choses. La première, c'est qu'évidemment, quand on voit par exemple que certains dirigeants européens, le Slovaque Fico ou le Serbe Vučić, avaient, comme par hasard, déclaré qu'ils étaient tombés malades ces derniers jours. Certains y ont vu la preuve que les menaces voilées de la part des Ukrainiens commençaient à produire des effets. Et la deuxième chose, c'est que, à défaut d'une vraie menace, il y a aussi l'idée que là où les Russes ne se sont pas privés, par exemple, de frapper encore le dimanche des Rameaux en fête religieuse l'Ukraine et n'ont jamais respecté la moindre, par exemple, occasion de respecter un cessez-le-feu en Ukraine, les Ukrainiens ne vont pas tolérer, eux, que, par exemple, Poutine puisse organiser un grand raout international où assisteront des chefs d'État qui commencent à normaliser leurs relations avec la Russie. Aurélien Duchesne, dites-moi si je me trompe, dans ce que dit Zelensky aussi, c'est que finalement la Russie pourrait être suffisamment perverse pour organiser elle-même sur son territoire à Moscou un faux attentat ou une fausse attaque et l'imputer ensuite aux Ukrainiens. Il dit précisément Moscou pourrait prendre, je cite, différentes mesures comme des incendies et des explosions et ensuite nous accuser. C'est probable, par exemple, quand on pense à la délégation chinoise. Le président Xi Jinping qui a confirmé qu'il viendrait à Moscou, on peut très bien imaginer, par exemple, que la Russie puisse prétexter du fait que les Ukrainiens auraient voulu, par exemple, cibler la capitale russe en mettant en danger la vie, ou même du président Lula, par exemple. Manière de dire que c'est le régime nazi, tout ce que vous voulez, de Kiev, qui serait responsable en la matière. Je rappelle que les Russes n'ont pas hésité de leur côté à frapper, par exemple, la ville d'Odessa pour y tuer le président Zelensky le jour de la visite du Premier ministre grec. Les Russes n'ont pas hésité à mettre en danger la vie d'un chef d'État européen. Et enfin, les opérations false flag, les opérations sous faux drapeau, imputées à l'Ukraine, on les connaît. Un dernier exemple extrêmement tragique étant quand les autorités russes ont imputé à l'Ukraine la responsabilité de
l'atroce massacre du Crocus City Hall en mars 2024. Défilé du 9 mai, on s'oriente très clairement vers une démonstration de force. Regardez ces images de répétition organisées par le ministère russe de la Défense, qui n'est qu'un avant-goût, un exercice au millimètre bien sûr, avec des missiles intercontinentaux Topol-M, pour être tout à fait précise. Ce sont des missiles qui sont balistiques, intercontinentaux et hypersoniques. Mais au-delà de ces images, peut-être la démonstration de force se cache-t-elle surtout dans la liste des dirigeants présents. Ouais. Il y a un an, il y avait 8 dirigeants qui étaient présents, et tous du bloc soviétique, pour résumer. Là, ils sont 20. Et il y a également le président de la Serbie, le Premier ministre slovaque, il y a Xi Jinping, peut-être surtout Xi Jinping, regardez, Vladimir Poutine. Je voudrais vous demander d'adresser un salut amical au président de la République populaire de Chine, notre bon ami Xi Jinping. Nous l'attendons en Russie à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Nous célébrerons ensemble cet anniversaire, la victoire sur l'Allemagne nazie et la victoire sur le Japon militariste. Nous lui préparerons un programme complet et de qualité. Direction Moscou, Jérôme Garraud est notre envoyé spécial correspondant sur place avec Vincent Pierron. Jérôme, compte tenu de la liste des invités, des enjeux, des mots de Zelensky, on imagine que la sécurité autour du 9 mai sera particulièrement importante. Oui, les mesures de sécurité, comme chaque année, seront draconiennes. Là, par exemple, on se trouve tout à côté de l'avenue Tverskaya, qui est l'avenue principale menant à la place Rouge et qui sera empruntée par le matériel militaire. Et bien depuis plus de 10 jours, tous les hôtels qui ont vue sur cette rue ont l'obligation de verrouiller leurs fenêtres. Quant à la place Rouge, elle est déjà bouclée depuis plus d'une semaine. Les signaux Internet seront brouillés, le centre-ville sera interdit à la circulation. Comme je vous le disais, il n'y aura sans doute pas d'Internet autour de la place Rouge. Et d'ailleurs, nous, pour TF1 et pour LCI, on n'est pas certain de pouvoir facilement réaliser des directs. Donc vous avez progressivement cette bulle de sécurité qui va se mettre en place. On va voir si ces mesures de précaution seront poussées jusqu'à l'annulation du défilé aérien. Ça fait plus de 3 ans maintenant que systématiquement le 9 mai, aucun appareil ne survole la place Rouge, officiellement pour des raisons météo, même lorsqu'il y a un grand ciel bleu. Mais en vérité, les autorités redoutent probablement une attaque contre un avion ou un hélicoptère qui aurait des effets désastreux sur les célébrations. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Vincent Pierron depuis Moscou. Et donc 20 dirigeants qui n'avaient pas, pour 12 d'entre eux, fait le déplacement l'année dernière, avec Xi Jinping. Dans quelle mesure et à quel point il marque un point diplomatique majeur avec cette liste Poutine cette année? Il marque, je dirais, 2 points. Le premier, c'est par rapport à la Chine. Parce que d'aucuns disaient avant l'invasion de l'Ukraine qu'on arrivait à un plafond dans le partenariat russo-chinois, et après l'invasion de l'Ukraine, dont les mêmes disaient qu'elle n'aurait pas lieu généralement, on a tenté d'expliquer que la Chine allait lâcher la Russie pour ne pas être entraînée dans sa dérive. Maintenant, on a un Xi Jinping qui honore l'invitation qui lui est faite à Moscou, et on a aussi des personnalités comme Lula, par exemple, le président brésilien, qui y viennent alors que d'aucuns lui avaient reproché en Occident d'être un peu dans le 2 poids 2 mesures vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, de ne pas prendre parti pour la défense du droit international. Et la dernière chose, enfin, c'est que dans la liste, vous avez aussi, par exemple, de ceux qui viennent, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Là où c'est une défaite, j'ai envie de dire, pour nous, c'est que l'Arménie, depuis 5 ans, depuis qu'elle a été trahie par les Russes qui ont failli à leur devoir de protection en 2020, dans la guerre contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie se rapprochait de l'Europe et singulièrement de la France. Le fait que le Premier ministre arménien vienne à Moscou, ça montre qu'ils ne sont pas totalement sortis de la tutelle russe. Oui, Xavier. De l'orbite russe, oui. Alors, Xi Jinping vient pas seulement pour le défilé, il vient 3 jours, il va avoir des entretiens avec Vladimir Poutine, des accords vont à nouveau être signés. Est-ce qu'on peut voir ce déplacement, cette visite d'État, comme un contrepoint aux droits de douane mis sur la Chine par Donald Trump? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux dans la volonté de Poutine et de Xi de construire un autre monde, un monde multipolaire? Oui, en tout cas, si on élargit un peu la perspective, ça montre que le côté chinois, ils montrent qu'ils considèrent la Russie comme un peu leur premier lieutenant. C'est un junior partner, certes la Russie par rapport à la Chine, mais leur premier lieutenant face aux États-Unis. Par exemple, d'aucuns estimaient aussi que la Chine allait se rapprocher des États-Unis sur le plan économique parce qu'ils commencent à avoir des difficultés de plus en plus intérieures. Bon, là la Chine montre que face à une Amérique de plus en plus agressive, ils se montrent aux côtés de leurs seuls alliés. Il y a une dernière chose enfin, c'est qu'en 2015,
quand Xi Jinping était venu à Moscou à l'époque pour les 70 ans, il y avait déjà une volonté de montrer que le partenariat russo-chinois se montrait en alternative au monde occidental et aux États-Unis. Est-ce que c'est pas une défaite pour Trump de voir Xi Jinping à Moscou avec Poutine alors qu'il passe son temps à vouloir décrocher la Russie de la Chine? C'était pas l'idée, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on a tant parlé du pari de Kissinger inversé, là où Kissinger avait réussi à détacher la Chine de Mao de l'URSS, les Américains allaient réussir à détacher la Russie de la Chine. Bon, ça c'est ce que les Français ont dit pendant 20 ans, ça a tellement bien marché, on l'a tellement tous vu. Le fait que Xi Jinping soit là, j'espère que ça servira aussi de coup de semonce aux États-Unis, mais aussi en Europe, pour tous ceux qui cultivent l'espoir que la Chine va, par exemple, raisonner la Russie. Vous avez insisté sur l'Arménie. Moi, je voudrais qu'on insiste sur la Slovaquie. Alors, je sais que son Premier ministre a soufflé le chaud et le froid sur sa venue. Il viendra finalement à Moscou, et finalement, il viendra. Regardez, on va l'écouter et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous, Européens, juste après. Je rejette ces menaces pour des raisons de sécurité. Je respecte totalement le fait que la sécurité des participants est une affaire interne à la Russie. Zelensky affirme que ces attaques empêcheront les délégations étrangères de venir sur place. C'est une grave erreur de penser ça. Mais je dois. J'ai pris ma décision. Je vais y aller. Alors, la chef de la diplomatie européenne, elle a haussé le ton, elle a essayé de dissuader, rien n'y fait. Ce que ça veut dire de notre impuissance potentiellement, mais de la capacité de Poutine à nous fragiliser, à nous abîmer, à nous diviser. Il a quand même un pouvoir de nuisance extrêmement fort, non, sur nous? Oui, s'agissant d'abord de l'Europe, par exemple, la Commission européenne avait fait peser la menace sur le président serbe du fait que s'il allait à Moscou, ça allait, un peu contrevenir aux perspectives d'adhésion de son pays. Et côté slovaque, alors Fico répond que ce sont les menaces de Zelensky qui, quelque part, l'encourage à y aller, qui ne va pas se laisser faire. Bon, eh bien, le même Robert Fico, certes, les Européens avaient réussi à le faire reculer quand il avait voulu bloquer des sanctions au niveau européen, mais sauf que ce qui fait qu'il se sentait peut-être un peu ragaillardi dans sa décision d'aller à Moscou, c'est ce qui s'est passé aussi hier en Roumanie. On a une très probable victoire désormais du camp nationaliste et eurosceptique avec Georges Simion, demain associé à Robert Fico en Slovaquie ou Viktor Orban en Hongrie. Ça fait quand même 3 poids lourds d'Europe centrale et orientale qui peuvent faire dérailler la machine des sanctions, par exemple. Je voudrais qu'on retourne sur le terrain en Russie. La ville de Vladivostok, dans la région extrême-orientale russe, a organisé un défilé militaire pour enfants. Oui, un défilé militaire pour enfants à l'occasion des célébrations toujours de la victoire soviétique sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On va en parler avec Jérôme Garraud. Jérôme, on va se demander ensemble s'il n'y a pas aussi une nécessité pour Poutine, avec ces défilés, d'essayer de remobiliser sa population. Jérôme Garraud qui nous expliquait la semaine dernière qu'un sentiment de lassitude commençait à se faire sentir au sein de ce peuple russe. Bonjour, alors peut-être pas une urgence, mais en tout cas il est certain que le Kremlin a besoin de montrer un petit peu les muscles. On a d'ailleurs constaté lors des répétitions nocturnes qu'il y aura cette année beaucoup plus de chars d'assaut modernes que les années précédentes. Donc il s'agit d'abord de montrer sa force et de montrer, vous en parliez un petit peu en plateau, de montrer aux Russes que leur isolement est relatif, qu'ils ne sont pas tout à fait seuls. Et ça, ce sera démontré avec les troupes chinoises notamment qui vont parader, avec la présence du président Xi Jinping. Quant à la population russe dont vous parlez, si on doit résumer un petit peu les enquêtes d'opinion et ce que nous constatons sur le terrain, vous avez une minorité, à peu près 20% de la population, qui est jusqu'au boutiste et qui veut poursuivre la guerre. Mais à côté, la masse, tout en soutenant l'armée, pense qu'il est temps que la guerre s'arrête. Il y a un début de lassitude qui s'exprime aujourd'hui beaucoup plus clairement qu'il y a un an, quand on est à Moscou, quand on est en province, là même dans l'Arctique où nous étions il y a encore quelques jours. Très rapidement, des Russes de toutes les classes sociales vont vous dire qu'il est temps de signer la paix, mais encore une fois, tout en soutenant leur armée. Merci encore une fois. Merci Jérôme Garraud avec Vincent Pierron. Il faut regarder tout ça avec ce prisme, en effet, d'une population russe et d'un lassé et d'un Poutine qui est quand même un peu obligé de lui envoyer des messages, de rassembler. Oui, quand on regarde les sondages, par exemple ceux de l'Institut Levada, mais aussi de Vetium, par exemple, ce qu'on voit depuis un an, c'est que même s'il y a encore un soutien majoritaire à l'opération militaire spéciale, comme on dit, c'est un soutien qui est davantage un soutien de résignation, c'est-à-dire l'idée. Donc le grand public croit à la propagande, croit que la Russie n'avait d'autre choix que d'agresser l'Ukraine, qu'elle serait menacée par exemple par l'OTAN, mais il n'y a plus
comme c'était le cas par exemple encore en 2023, un gros tiers, 40% de la population, qui lui est maximaliste, qui dit que par exemple il faut aller finir par prendre toute l'Ukraine. La deuxième chose, et tout le temps de vous montrer très brièvement ces images de défilés militaires d'enfants, ça rappelle à quel point, certes, à court terme, Poutine peut entendre sa population et le fait qu'une partie de la population russe veut passer à autre chose, mais lui prépare déjà la phase d'après. Et là, dans la jeunesse russe, il y a cette fameuse Younarmia, armée de la jeunesse, 800 000 à 1 million de jeunes, sous uniforme, endoctrinés avec des penseurs comme Ivan Ilyin, penseur officiel de Poutine. Pour présenter rapidement le personnage, Ivan Ilyin a applaudi la prise de pouvoir d'Hitler et déclaré Mussolini comme le sauveur de l'Europe. Modèle officiel de Poutine dans les manuels scolaires. C'est pas mal rassurant, résumé comme ça, effectivement, Sandy. Donc vous avez une question sur les menaces qui peuvent peser sur ce défilé. On apprend à l'instant par l'agence TASS, l'agence officielle russe, que le défilé de la victoire n'aura pas lieu à Sébastopol en Crimée pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a un risque. Il y a eu beaucoup d'attaques ukrainiennes ces derniers jours sur la Crimée. On sait aussi, Jérôme Garraud nous a rappelé tout à l'heure les mesures de sécurité prises à Moscou. On sait que beaucoup de systèmes de défense antiaérienne ont été rapatriés pour protéger la capitale russe. Il y a des systèmes installés sur les toits des immeubles à Moscou. Est-ce que finalement la menace ukrainienne pourrait pas se diriger ailleurs que sur le défilé et sur Moscou ? Oui, alors certains évoquaient le pont de Kerch, par exemple. Après tout, les Ukrainiens ont frappé le 7 octobre 2022 pour l'anniversaire de Poutine. Le pont de Kerch, c'était une humiliation à l'échelle de la Russie. On peut imaginer qu'à défaut de vouloir braquer l'opinion internationale en attaquant Moscou, ce qui me paraît quand même un peu plausible le jour du défilé, les Ukrainiens puissent cibler une autre cible humiliante comme le pont de Kerch. Question bonus, mais on apprend que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, sera à Lviv. Il sera aux côtés, lui, de Zelensky. Le fameux vendredi de commémoration en Russie face à cette démonstration de force, il y aura une sorte de réponse européenne, c'est ça, autour de Volodymyr Zelensky. C'est le bon signal, c'est la bonne chose à faire, avec des risques de sécurité aussi, j'imagine, par ailleurs. C'est le bon signal d'unité. Alors, des députés ukrainiens m'ont même dit que Emmanuel Macron avait été invité le 9 mai, par exemple, à Kiev. Bon, finalement, lui, il accueille son homologue polonais à Nancy pour la signature d'un traité. Mais là, que les Européens fassent preuve d'unité au moment où, de l'autre côté, Poutine cherche par à définition, montrer... une unité, on l'a dit, fragilisée, puisqu'il y aura le Slovaque de toute façon qui sera de l'autre côté, du côté de Moscou. Ça fait 1 sur 27. Mais une partie de l'Europe, en revanche, qui sera, là, je crois que c'est Lviv pour... Oui, Lviv, tout à l'ouest de la Russie, et, tout à l'ouest de l'Ukraine, évidemment. Ça, techniquement à l'ouest de la Russie quand même. Et la dernière chose, c'est que quand même, rappelons que certains dirigeants européens, quand ils allaient à Kiev, ont fait face à des tentatives de bombardement russes. Donc, encore une fois, les Russes n'ont pas hésité à frapper des villes russes, même avec des dirigeants européens. Dont le secrétaire général de l'ONU. Une toute dernière question, Xavier, sur des avions. Oui, un point de vue, on a très peu de temps, Xavier, je dois vous le dire. Qui s'est passé ce week-end. Les Ukrainiens ont réussi à abattre un, voire deux Sukhoi 30, des avions de chasse russes, avec un drone naval, ce qui paraît tout à fait hallucinant. En tout cas, une première militaire. Ça veut dire qu'ils ont des moyens, les Ukrainiens. Et est-ce que l'Europe pourrait investir en Ukraine dans le domaine de l'armement pour les aider ? Alors, beaucoup d'entreprises le font déjà. Je rappelle d'ailleurs que le Magura V5, le drone naval qui a battu des Sukhoi, coûte 300 000 $. Les Sukhoi, c'est 30 à 40 millions d'unités. Donc on voit comment Goliath peut aussi parfois perdre face à David. Allez, on va se quitter là-dessus. Aurélien Duchesne, merci à vous surtout. Et votre livre, je le rappelle, c'est La Russie de Poutine contre l'Occident aux éditions Erol. Merci.